Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestions, la série court de webinaires de l'Institut Jacques Delors. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicole Niesotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors et auteure de Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, disponible aux éditions CNRS et dans toutes les bonnes librairies. Pourquoi avons-nous ce sentiment comme Européens que le pire est-il devant nous? Après l'élection de Donald Trump, les tensions au Moyen-Orient, le prolongement de la guerre en Ukraine et la menace du réchauffement climatique, notre futur semble de plus en plus incertain. Beaucoup d'analystes partagent un ressentiment que tout va de plus en plus vite et de plus en plus mal, sans que personne ne semble contrôler quoi que ce soit. Nos sociétés européennes ne manquent pas de raisons de douter de l'avenir. Donc comment agir avec une unité pour les Européens? Qui a une vision d'ensemble et la démocratie est-elle en danger? Sans plus attendre, Nicole, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Lara. Merci de diriger cette série d'Euroquestions dont tout le monde me vante à la fois le contenu et le format, c'est-à-dire un format court, c'est à cette heure-ci, à cette heure du déjeuner, c'est parfait. Donc, je vais répondre rapidement à cette question. Est-ce que l'on peut éviter le pire? En me référant bien sûr à cet ouvrage que je viens de publier aux éditions du CNRS. Et c'est un petit livre qui est parti effectivement d'une inquiétude générale sur le monde qui vient, l'impression qu'on est dans une espèce de fatalité du pire et que il va y avoir l'Europe, la croissance va s'arrêter, l'Europe va s'effriter, le climat va nous brûler vif, etc., etc. Et donc un sentiment que vous avez bien décrit, Lara, selon lequel ben, le pire est toujours devant nous. Alors, c'est à la fois donc une inquiétude et c'était aussi une volonté de résister à cette fatalité du pire qui amène beaucoup, beaucoup à renoncer, finalement à cultiver son jardin et à laisser le monde se défaire sans aucune capacité d'action. Alors, j'entends le bruit, mais bon. Et donc, très rapidement, puisque je n'ai que 15 minutes pour vous expliquer, je ne vais bien sûr pas résumer le livre en 15 minutes. J'analyse 10 questions pour dire les choses un peu simplement. Je me demande si est-ce que la démocratie est foutue, est-ce que l'Europe est foutue, etc., etc. Est-ce que la mondialisation va s'arrêter? Et pour étudier chacune de ces questions, je regarde l'état du débat et je fais cet effort de donner tous les arguments en faveur de la thèse pessimiste et de la thèse optimiste, de façon à avoir une très grande honnêteté intellectuelle. Et ensuite, je propose deux ou trois scénarios sur l'avenir. Alors, évidemment, la question est comment peut-on éviter le pire? Et c'est un peu là-dessus que je vais insister sur les quelques minutes qui me restent. Je crois que d'abord, il faut bien comprendre d'où vient cette crise, ce sentiment de crise. Il vient tout simplement parce que le monde que l'on a mis en place en 1945, entre 45 et 50, ce monde est en train de s'effondrer. Alors, c'est une phrase qu'on entend beaucoup aujourd'hui, mais il faut aller un peu dans le détail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois piliers sur lesquels reposait ce monde sont touchés en même temps et au cœur. Ces trois piliers, c'était le libéralisme économique, la démocratie politique et le multilatéralisme. C'était les trois piliers du monde créés par les Occidentaux pour les Occidentaux entre 45 et 50. Et je n'ai pas besoin d'expliquer très en détail pourquoi je considère que ces trois piliers sont ébranlés. L'économie libérale de marché, on l'a tous vu, est remise en cause par une montée du protectionnisme dont les États-Unis eux-mêmes sont les premiers acteurs. Et avec Donald Trump, ça ne va pas s'arranger. La démocratie représentative est en crise avec la montée du populisme et de l'extrême droite partout dans les démocraties. Le problème de la démocratie, c'est pas ce qui se passe en Chine ou en Iran, enfin, ce qui est quand même un problème, mais quand même, le problème de la démocratie, c'est qu'elle est en crise dans les vieilles démocraties. Et on l'a vu encore récemment avec la victoire d'un pro-communiste, enfin la possible victoire d'un pro-communiste en Roumanie et avec la victoire de Donald Trump. Et il faut se poser la question pourquoi 78 millions d'Américains pensent que le meilleur système pour eux est le système Trump et non pas le système démocratie libérale que représentait Madame Kamala Harris. Et enfin, troisièmement, le multilatéralisme, c'est-à-dire les institutions qu'on a créées à partir de 1945,
l'ONU, le FMI, la Banque mondiale, l'OMC, toutes ces institutions sont dans un état d'impuissance absolue. L'ONU paralysée par les vétos, soit des Américains, soit des Chinois, mais incapable de prendre la moindre décision. Et je n'ai pas le temps, mais pareil pour l'OMC, qui ne règle plus les contentieux commerciaux, le FMI et la Banque mondiale. Et donc, on voit bien que ces trois piliers sont complètement fissurés en même temps, et le risque, c'est qu'ils soient remplacés par trois autres piliers qui sont moins sympathiques, qui seraient premièrement le protectionnisme en économie, l'autoritarisme en politique et le nationalisme en relations internationales. Et donc un monde autoritaire, protectionniste et nationaliste, les Européens ont connu ça pendant tout le 18e, 19e siècle surtout, et début du 20e siècle. Et les Européens sont mieux placés que quiconque pour savoir que ça n'est pas un avenir souhaitable. Et donc, toute la question de la problématique de cet ouvrage, c'est celle-ci. Est-ce que les Américains vont, premièrement, prendre la tête de ce nouveau monde, protectionniste, autoritaire, nationaliste? Et je pense que oui. Deuxièmement, est-ce que les Européens vont s'aligner sur cette ligne ou est-ce que les Européens vont pouvoir créer ou maintenir un ordre européen différent de ce nouvel ordre américain? Est-ce que nous allons accepter de suivre l'Amérique sur ces trois tendances ou est-ce que nous allons résister et maintenir ce modèle de société et de civilisation que nous défendons aujourd'hui, qui est la démocratie politique, l'ouverture économique des marchés et le respect des institutions multilatérales? Ça, c'est l'enjeu majeur des années qui viennent. Et pour éviter justement le pire, pour éviter que ce soit le monde de Trump, d'une certaine façon, qui l'emporte, je crois il y a deux dilemmes. Les Européens doivent choisir entre deux dilemmes. Est-ce que nous réfléchissons l'avenir du monde en termes de nous d'abord et tant pis pour les autres? Donc on défend nos intérêts, nos priorités d'occidentaux avec les Américains coûte que coûte contre les Chinois, contre les Russes, contre les Iraniens, etc. Ou est-ce que nous allons penser les problèmes de la planète plutôt en termes de tous ensemble? C'est-à-dire de considérer que le moment occidental est passé et que maintenant, si on veut régler les problèmes du monde, ou en tout cas stabiliser ce désordre mondial, il faut penser en termes de tous ensemble et pas simplement nous d'abord. Par exemple, on le fait, les Européens ont même été pionniers sur cette affaire en matière de réchauffement climatique. On a été les premiers à dire on ne peut pas régler la question du réchauffement climatique, nous d'abord, en pensant à nous les Occidentaux, parce que la mondialisation fait qu'on est tous dans le même panier, et donc c'est tous ensemble qu'il faut régler ce problème. Et donc ça, c'est le modèle pour éviter le monde du pire. Est-ce que ce modèle est transposable à la gestion des inégalités économiques, à la gestion des crises politiques, des crises géopolitiques? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on peut inventer une gouvernance mondiale où c'est le tous ensemble qui primerait et non pas nous d'abord, les Occidentaux. Et puis le deuxième dilemme auquel il faut répondre pour essayer d'éviter le pire et de créer un monde sinon meilleur, mais en tout cas relativement vivable, c'est de savoir si on continue de penser en termes du bien contre le mal, c'est-à-dire le bien c'est nous les Occidentaux et le mal c'est les autres, ou si on applique la formule de Raymond Aron, que je trouve d'une sagesse exemplaire, et qui disait en politique, la question n'est pas de choisir entre le bien et le mal, la question, c'est de pouvoir choisir entre le préférable et le détestable. Eh bien, je crois qu'il est temps pour les Européens de dire qu'il faut tous ensemble choisir le préférable, c'est-à-dire faire des compromis, accepter que les autres aient le droit de citer tout autant que nous dans la gouvernance non seulement du monde, mais des conflits du monde, par exemple sur l'Ukraine, arrêter de penser que seuls les Américains et les Russes peuvent régler le problème. Il faut que l'ensemble soit associé, les Européens, les Chinois, le Sud global, que on ne peut pas dire depuis 2 ans, 3 ans au Sud global, cette guerre c'est la vôtre, et s'il y a un début de négociation, ne pas les inviter à la table des négociations. Donc voilà, je crois que ça, c'est
réponse, il faut choisir le préférable et tous ensemble. Et pareil pour le conflit israélo-palestinien, pareil pour la gestion des inégalités. Donc voilà, en très rapidement, le contenu de ce livre et la problématique derrière ce monde qui se profile, effectivement, un monde autoritaire, protectionniste et nationaliste, n'est pas une bonne nouvelle pour l'Europe, mais heureusement, nous, Européens, nous savons ce que ça veut dire, nous savons que c'est une série de cauchemars, et donc c'est aux Européens d'essayer de contrer ces trois dynamiques nouvelles, parce que si nous, on ne le fait pas, personne d'autre ne le fait. Merci, Lara. C'est Merci fini. beaucoup. Merci beaucoup, Nicole, pour cette présentation. Alors, on a reçu quelques questions, mais peut-être une première. Donc, il y a certains observateurs qui attendent beaucoup de l'effet Trump sur les Européens. Et j'invite nos téléspectateurs actuels à suivre notre prochain webinaire dans une heure qui parlera de ça plus en profondeur. Mais la réponse n'est peut-être que négative pour la simple raison que le cœur du problème des Européens, ça reste quand même un grand impensé, c'est la question politique. Et donc, Nicole, ma première question serait, est-ce qu'on manque pas d'une Europe politique au-delà du marché unique pour répondre aux attentes géopolitiques? Mais bien sûr qu'on en manque, mais on en manque cruellement. Mais le- la question, c'est d'abord, je dirais, une Europe politique, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça a été depuis le début de la construction européenne, ça a été la vision française de l'Europe, une ambition d'une Europe qui soit un grand acteur international, qui ait son autonomie stratégique, sa politique étrangère, sa politique de défense, bien sûr, qui serait alliée avec les États-Unis, si les États-Unis restent une démocratie, mais une Europe qui soit un grand acteur international. Et ça a toujours été la vision française. Et c'est plus que jamais nécessaire. C'est plus que jamais nécessaire. On a besoin d'une telle Europe politique. Simplement, pour être correct et honnête, il faut bien reconnaître que pour l'instant, cette vision française est très peu partagée par nos partenaires européens. Elle est même minoritaire. Les trois quarts de nos partenaires aujourd'hui veulent toujours croire que l'Amérique de Trump va rester le défenseur de l'Europe, va rester un pays démocratique, rester un empire pro-européen. Moi, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, mais tous nos partenaires sont quand même attachés à cette vision d'une Amérique qui protège tellement l'Europe qu'elle permet à l'Europe de faire l'économie d'une Europe politique. Je crois que ce n'est plus possible, mais qu'encore une fois, nous sommes très, très isolés. Alors, la question que vous posez et que certains défendent dans la presse et ailleurs, c'est peut-être que finalement, la catastrophe trumpiste, si je puis dire, la victoire de Trump, va être une bonne nouvelle pour l'Europe parce que ça va réveiller les Européens et les amener à faire ce qu'ils n'ont jamais eu envie de faire jusqu'à maintenant, se réunir, prendre le taureau par les cornes et créer une véritable intégration politique, militaire, diplomatique, etc. Je croise les doigts pour que ce soit l'heure du réveil de l'Europe. Mais malheureusement, je crois que dans la vie réelle, les choses ne se passent pas de façon aussi simple. Et malheureusement, je pense que les Européens vont, au départ en tout cas, se diviser sur la façon de réagir aux politiques que mettra en œuvre Donald Trump. Et j'espère qu'après ce moment de division, qui n'est pas étonnante dans l'Union européenne, il est normal qu'au départ, on ne soit pas toujours tous d'accord, mais j'espère qu'après ce moment de division, et une fois la nouvelle mandature en route, puisque ça y est, maintenant nous avons une commission, nous avons un président du Conseil, nous avons tout ce qu'il faut, et bien qu'après quelques moments d'hésitation, l'heure de l'unité viendra. Merci, Nicole. Pour paragrapher l'intitulé de votre second chapitre, la guerre est-elle l'avenir de l'homme? Est-ce que les Européens sont préparés? Le modèle de la construction européenne, vous l'avez mentionné, est fondé sur le droit et la coopération, alors que notre contexte mondial semble de plus en plus s'en éloigner. Euh, Enfin, oui, ce qui est vrai dans ce que vous dites, c'est que la culture européenne, l'identité européenne qui a été fondée depuis 1956 sur la foi dans le commerce et la foi dans le pacifisme, c'est-à-dire la foi dans l'Amérique, qui nous permettait d'être pacifistes puisque l'Amérique nous défendait. Donc ces deux fois, la foi dans le commerce comme le grand euh, enrichisseur d'une part de la planète et le grand
fédérateur, c'est-à-dire les Européens ont été Fukuyama avant Fukuyama, cette idée que non seulement le commerce adoucit les mœurs, mais que le commerce va rapprocher les sociétés et qu'un jour tout le monde sera plus ou moins des démocraties. Je crois que ces deux illusions des Européens, la foi dans le commerce et la foi dans l'Amérique, on voit bien qu'elles sont remises en cause par la crise économique et par Poutine. Donc, dans les deux cas, le commerce et l'Amérique ne sont plus euh, nos, excusez-moi, j'entends un bruit très, très bizarre, ne sont plus comment dire, nos certitudes. Et donc ça, c'est un très grave problème pour l'Union européenne. Donc du coup, on est en train, l'Union est en train, mais 27 pays à porter ensemble, c'est lourd. On est en train de changer de philosophie. Les Européens, comme vous le savez, se réarment. Tout le monde parle de géopolitique. On remet même de la géopolitique dans le marché unique. Et donc, les Européens sont en train de faire leur révolution ou leur conversion géopolitique. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir suffisamment vite et suffisamment bien pour maintenir une paix durable en Europe? Je ne sais pas. C'est tout le pari des quelques mois qui vont venir. Comment va se continuer la guerre en Ukraine? Là, on assiste depuis quelques jours à une escalade dans la guerre en Ukraine, aussi bien enfin, une escalade de la part des Russes qui continuent de grignoter et aussi une escalade du côté occidental avec cette autorisation donnée par le président Biden d'utiliser des missiles américains sur le territoire russe. Alors, est-ce que cette escalade est une gesticulation diplomatique avant l'ouverture de négociations, ce qui est toujours le cas. En général, avant une négociation, on monte d'un cran la violence pour essayer d'avoir le maximum de gages sur le terrain. Ou est-ce que c'est une escalade tout court euh, je ne sais pas, j'espère que c'est une escalade diplomatique et que on ne va pas aller en guerre sur le continent européen, mais on a là des mois difficiles, en particulier entre l'élection de Donald Trump et sa prise réelle de fonction le 20 janvier prochain. On a 2 mois de grande incertitude, oui. Et pardon, les Européens feraient mieux de se réfléchir plutôt que d'attendre de voir ce que les Américains vont faire, de voir ce que Trump va dire, de voir comment Poutine va réagir. Les Européens feraient mieux d'essayer d'articuler très vite une position, des lignes rouges, des propositions qui soient acceptables, en tout cas au minimum par l'Ukraine et par l'Union européenne. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être un minimum anticipé de la part des Européens. Peut-être une autre question, donc en toile de fond de la guerre en Ukraine, des tensions au Moyen-Orient, on n'a pas encore parlé de Taïwan, mais enfin c'est possible aussi. Il y a la réponse au réchauffement climatique. Pourquoi est-ce que la crise du climat ne peut pas être un vecteur de coopération entre tous les pays? Alors, en tout cas, dans mon livre, le chapitre sur le climat, c'est le seul pour lequel je ne fais pas de scénario, parce qu'il n'y a qu'un seul scénario possible, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas le choix, qu'on soit occidental ou qu'on soit chinois ou qu'on soit du sud global, pour reprendre ces trois catégories qui n'ont pas vraiment de sens. Mais en tout cas, on n'a pas le choix. Donc il y a un seul scénario qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Et moi, je serais moins négatif que vous dans la question parce que jusqu'à maintenant, en tout cas, grosso modo, la lutte contre le réchauffement climatique a été exclue de la confrontation géopolitique. Je dis grosso modo, c'est pas parfait, mais par exemple, la confrontation stratégique entre la Chine et les États-Unis, ou entre les États-Unis et la Chine, comme vous voudrez, cette confrontation stratégique qui est réelle, qui va être même la structure du monde qui vient, elle se met entre parenthèses quand, jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à Trump, quand il s'est agi de lutter contre le réchauffement climatique. Les Chinois sont certes peut-être des adversaires stratégiques très importants des États-Unis, mais ce sont à la fois des grands pollueurs et des grandes victimes du réchauffement climatique. Et donc, ils ont un intérêt fondamental qui rejoint l'intérêt universel à lutter contre ce réchauffement. Et donc, de la part de la Chine, la confrontation stratégique peut être mise de côté, entre parenthèses,
pour cet objectif premier de la lutte contre le climat. De la part des États-Unis, c'est moins évident. Donald Trump était sorti lors de son premier mandat de la COP 21 sur le climat. Là, il est à peu près certain qu'il ne va pas rentrer dans la COP 30 de l'année prochaine à, au Brésil. On va fêter l'année prochaine, fêter entre guillemets les 10 ans de l'accord de Paris. Et donc, la question, est-ce que c'est la Terre entière va pouvoir s'unir contre l'Amérique pour essayer quand même de faire avancer cette cause, qui est une cause universelle, qui n'est pas une cause ni occidentale, ni chinoise, ni quoi que ce soit. Et je pense que c'est le seul terrain, vraiment, la lutte contre le réchauffement climatique, où on peut mettre entre parenthèses la géopolitique telle qu'elle s'exprime violemment aujourd'hui. Est-ce qu'on arrivera à convaincre les Américains qu'en dépit de leur forage, parce que vous vous souvenez que un des mots d'ordre de la campagne de Donald Trump, c'était fort, 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 c'est-à-dire euh, creuser encore plus pour trouver des gaz à effet pardon, du gaz de schiste, etc. Son objectif, c'était de diminuer par deux le prix de l'énergie aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on arrivera à le convaincre que tout cela aura des effets négatifs, y compris sur la puissance américaine, sur une de grandes parties des territoires américains? C'est un des grands enjeux, effectivement, de la COP de l'année prochaine. Merci Nicole. Alors on a beaucoup parlé de Donald Trump, mais il y a un autre Donald en Europe dont on parle un peu moins, mais quand même un petit peu, Donald Tusk. Quel regard vous posez sur une année de Donald Tusk au pouvoir en Pologne? Le populisme a-t-il perdu? Alors, c'est une question étrange parce que le, le, le Pologne est sans doute un très très grand pays, mais elle n'est pas déterminante pour l'avenir du pire ou du meilleur sur la planète. Mais enfin, pour répondre à votre question, je trouve que Donald Tusk est un grand politique. D'ailleurs, en 2016, il était président du Conseil européen. Et quand quand Donald Trump avait été élu pour la première fois président des États-Unis, il avait eu cette phrase formidable. Tusk avait dit, eh bien, avec des alliés comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ce qui montre à la fois l'humour, l'humour est toujours un signe d'intelligence, la pertinence des analyses de Monsieur Tusk. Euh, je crois qu'aujourd'hui, la Pologne est sortie d'affaires, sortie de ce marasme populisme qui l'a fait régresser pendant plusieurs années, mais que, euh, mais que rien n'est joué. Que ce soit d'ailleurs en Pologne ou dans les autres pays, nos évolutions politiques intérieures depuis 10 ans montrent à quel point le système démocratique est fragile. Les évolutions américaines le montrent également, en dépit de ces institutions extraordinaires que les États-Unis ont créé, ils arrivent à produire un phénomène comme Trump. Et donc, il ne faut jamais crier victoire et jamais penser que, comme le disait Brecht, la bête immonde est morte. Elle n'est jamais complètement morte. Et quand on regarde les dernières élections en Pologne, certes, le parti de Donald Tusk a gagné, et lui-même a été donc nommé, mais le PiS est encore très fort. Ils étaient presque à égalité dans les élections. Le PiS est encore très fort. Enfin, des responsables du PiS, c'est-à-dire le parti populiste d'extrême droite, contrôlent encore un certain nombre d'institutions. Donc, le Donald Tusk a, je crois, à la fois énormément de mérite, énormément de courage et beaucoup, beaucoup de travail à faire encore pour asseoir de façon beaucoup plus majoritaire que ça ne l'est encore aujourd'hui la démocratie en Pologne. Mais je trouve qu'effectivement, c'est une des rares bonnes nouvelles de ces dernières années, le retour de la Pologne dans le camp démocratique. Merci Nicole. Une autre question peut-être, quid de la menace terroriste dont on parle moins? C'est vrai qu'on a vu sur le plan des relations internationales l'émergence de cet acteur non étatique comme les groupes terroristes qui ont un peu tétanisé les États pendant longtemps. Et il y a eu pendant longtemps une espèce d'émergence aussi des États enfin, pour la lutte contre le terrorisme. Maintenant, enfin, dans le chaos mondial où les États pensent reprendre un petit peu du poil de la bête en envahissant d'autres pays, pour par exemple prendre le cas de la Russie. Euh,
Quelle est la lutte contre le terrorisme? Parce que ça aussi, ça peut pas être un vecteur pour les États de s'unir. Alors, moi, il ne faut jamais penser là aussi que le terrorisme a été vaincu. Et on voit à quel point, même après la mort de Ben Laden, après la défaite d'Al-Qaïda, qui a été la première grande génération de ce terrorisme islamiste mondialisé, est apparu ensuite, euh, j'ai juste un trou de mémoire, est Daesh. apparu Daesh, merci, à la suite de la guerre en Syrie. Et donc, il faut jamais euh, minorer les capacités d'adaptation et de résurrection, si je peux dire, de la menace terroriste. La menace terroriste étant la menace d'une volonté de destruction systématique de la prospérité, des valeurs, des principes de l'Occident. Mais, ayant dit cela, il faut quand même reconnaître que le terrorisme international de type djihadiste n'est pas simplement centré contre l'Occident, contre l'Europe, contre les États-Unis, etc. On a eu nos grandes vagues d'attentats terroristes, nous, Français, les Belges également, et d'autres, les Espagnols, etc., les Italiens, on a eu des grands attentats terroristes, mais les grands attentats terroristes sont aussi sud-sud, si je puis m'exprimer ainsi. Et on voit aujourd'hui au Moyen-Orient une guerre terrible entre Israël et deux mouvements terroristes, le Hamas et le Hezbollah, une guerre tellement terrible qu'Israël est en train, même pour lutter avec raison, légitimement contre le terrorisme, de tomber dans le piège des terroristes et d'utiliser des violences qui sont aussi condamnables que celles qu'utilisaient les groupes terroristes elles-mêmes. Et donc, on n'est pas du tout sorti de l'affaire, mais aujourd'hui, on a le sentiment peut-être en Europe que les choses sont un peu tassées, mais il faut, je crois, surtout pas baisser la garde, d'autant qu'on a assisté également à une troisième évolution du terrorisme, d'abord Al-Qaïda, ensuite Daesh, et des révolutions, une espèce de d'individualisation du terrorisme islamique, c'est-à-dire des gens sans forcément faire allégeance à un groupe terroristes du Moyen-Orient, mais se radicalisent eux-mêmes ou par petits groupes, par petits foyers et passent à l'attaque avec un couteau, avec des armes beaucoup moins spectaculaires que des explosions de voitures ou des attaques genre Bataclan, mais on sait qu'il y a cette évolution à l'individualisation du terrorisme. Donc je crois que la menace, elle est loin d'être terminée. Est-ce que c'est une façon pour les Européens de s'unir? Oui. Les Européens ont, depuis 2001, d'ailleurs, depuis l'attaque contre le World Trade Center aux États-Unis, ont d'abord accepté d'avoir un mandat d'arrêt international, enfin, oui, un mandat d'arrêt commun, ce qui est un élément très important dans la lutte contre le terrorisme. Et on procréé, pardon, euh, on fait des échanges, font toujours des échanges de renseignements, on mis en place des fichiers, notamment de surveillance des frontières, d'échange de fichiers sur le liste terroriste. Donc je crois que les Européens, en tout cas, sont tous absolument conscients que la menace terroriste est une menace d'opportunité. Il frappe là où c'est le plus facile. Et donc, tous les Européens sont d'une certaine façon concernés par cette affaire. Donc, oui, la lutte contre le terrorisme a été et toujours pour les Européens un élément unificateur. Merci Nicole. Et peut-être une dernière question. Et si c'était les femmes qui prenaient le pouvoir, est-ce que le monde serait moins chaotique? Enfin, plus sérieusement, la réélection à un deuxième mandat de Donald Trump et la montée de certains partis en Europe n'est-il pas le reflet d'une certaine idée de la place des femmes dans la société? Certainement pas aux affaires européennes, aux affaires mondiales, d'après eux. Je ne sais pas comment vous répondre, Lara. Ce dont je suis sûre, c'est qu'il y a dans la victoire de Trump aux États-Unis et le fait qu'une bonne partie des minorités, à la fois noires et hispaniques, aient voté pour lui, il y a dans la victoire de Trump une revanche du mâle blanc, noir, hispano, café au lait, tout ce que vous voulez. La victoire de Trump, c'est une victoire de revanchard. Alors, il y a le revanchard des mâles contre la libération féminine
Et c'est vrai peut-être que le féminisme est allé parfois trop loin dans les excès, mais en tout cas, il y a une revanche du pouvoir mâle contre ces femmes qui veulent être les égales des hommes. Ça, je crois que c'est certain. Il y a une revanche politique de la part des exclus de la richesse qui veulent prendre effectivement leur place. Il y a une revanche des euh, petits provinciaux contre l'État fédéral, arrêter les normes, les règles, etc. Et il y a une revanche des milliardaires surtout contre cette volonté de l'État fédéral de contrôler un minimum, de réglementer un minimum leurs activités. Donc je crois qu'effectivement, au niveau de la victoire de Donald Trump, euh, on peut craindre qu'il y ait dans cette victoire une revanche machiste contre tout ce que les femmes ont réussi à gagner depuis des décennies, et on le voit aux États-Unis, la remise en cause du droit à l'avortement. De toute façon, dès que le droit des femmes est touché, il faut craindre pour la démocratie. Et ce n'est pas un hasard si dans le reste du monde, dans certains pays, les femmes sont privées de tous les droits, en particulier en Afghanistan, mais sont aussi privées de droits plus politiques, comme en Iran et dans l'ensemble des pays du monde arabo-musulman. C'est pas parce qu'elles ont le droit de conduire en Arabie Saoudite que les femmes sont libérées en Arabie Saoudite. Moi, je ne crois surtout pas à ça. Et donc, chaque fois que la cause des femmes est attaquée, c'est la démocratie qui est attaquée. Ça, je crois qu'il faut se mettre ça bien dans la tête. Et pour toutes les femmes qui nous écoutent, il faut être vigilant. On est rentré dans un moment de l'histoire où la cause des femmes n'est pas acquise. Il faut se battre. Ça n'est pas du tout un combat d'arrière-garde. Merci beaucoup, Nicole, pour toutes ces explications. Et donc, on vous lira votre livre. Donc, je le rappelle, Choisir l'avenir, 10 réponses sur le monde qui vient, est disponible aux éditions CNRS. Merci beaucoup à vous, Nicole, et merci à vous de nous avoir suivis. Le replay vous sera envoyé dès que possible par email. Je peux déjà vous confirmer que le prochain Euroquestion aura lieu le mercredi 18 décembre. Et je pourrais vous confirmer l'invité très prochainement. Merci encore, Nicole, et bonne fin d'après-midi à tout le monde. Merci Lara, merci à toutes et tous. Merci, au revoir. Au revoir.